Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur la somesthésie. Voici la carte mentale en question qui comporte 5 branches. Dans la première, nous allons explorer ce qu'est la somesthésie en définissant ce système sensoriel, puis nous explorerons le toucher, la proprioception, la thermoception et la nociception. Alors, replaçons tout d'abord la somesthésie au sein des différents sens qui existent chez l'humain. Et on peut se proposer pour cela d'envisager une classification qui forge deux catégories de systèmes sensoriels. D'une part, les sens dits spéciaux. Spéciaux parce que les récepteurs qui vont alimenter ce système sensoriel vont tous être situés au niveau de la tête. Il s'agit des sens suivants, la vision, l'olfaction, la gustation, l'audition et l'équilibration, qu'on appelle aussi le système vestibulaire. À côté des sens spéciaux, on peut identifier les sens dits généraux qui sont alimentés par des récepteurs qui sont situés sur l'ensemble du corps, la tête étant comprise dedans. Parmi ces sens généraux, on trouve le toucher ou tact, la proprioception qu'on appelle parfois le sens positionnel, la thermoception et la nociception ou sensibilité à la douleur. Ce sont ces sens généraux qui correspondent en fait à la somesthésie. Et le mot somesthésie est d'ailleurs construit sur cette notion puisque soma signifie le corps et esthésis la sensation. On peut appeler aussi la somesthésie la sensibilité du corps ou sensibilité somatosensorielle. Alors, on peut envisager différemment la somesthésie, c'est-à-dire suivant le critère qu'on emploie pour envisager la somesthésie, on peut proposer différentes classifications au sein même de la somesthésie. Un petit peu comme, je le répète, je donne toujours cet exemple, mais pour classer des formes géométriques de diverses couleurs, on peut soit opter pour le critère forme, soit pour le critère couleur. Mais évidemment, dans les deux classifications, les éléments vont s'imbriquer. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc je vous présente ces façons un peu générales de définir la somesthésie, puis ensuite on précisera ce qu'on entend par les différentes sous-catégories qui entrent dans la somesthésie. Alors, on peut envisager le critère perception ou modalité sensorielle. Dans ce cas-là, on va retomber justement sur les catégories que nous venons d'évoquer en évoquant les sens généraux. On va retrouver le toucher ou tact, qui est une modalité mécanique, qui s'appuie sur les mécanorécepteurs. La modalité proprioceptive, sens positionnel, qui s'appuie également sur une modalité mécanique, donc sur des mécanorécepteurs. La thermoception, qui s'appuie sur des thermorécepteurs, donc sur une modalité thermique. Et la nociception ou sensibilité à la douleur, qui s'appuie sur une modalité qu'on pourrait appeler entre guillemets nociceptive, qui va s'appuyer sur des mécanorécepteurs, des thermorécepteurs ou des chémo- ou chimiorécepteurs, parfois aussi des récepteurs qui sont sensibles aux trois formes d'énergie. D'autre part, on peut également envisager les éléments, les systèmes sensoriels, les sous-systèmes sensoriels qui entrent dans la somesthésie selon l'endroit où se trouvent les récepteurs. On va parler de système extéroceptif ou d'extéroception. On fait référence dans ce cas-là à la sensibilité de presque l'extérieur du corps, plus exactement de la surface du corps, c'est-à-dire la sensibilité de la peau, liée au fait qu'il y a dans la peau des récepteurs qu'on va qualifier de cutanés, qui sont sensibles à diverses modalités mécaniques qui vont alimenter le sens du toucher, sensibilité tactile, donc avec les mécanorécepteurs, la modalité thermique avec les thermorécepteurs et la modalité nociceptive, donc douloureuse, avec les nocicepteurs. Par ailleurs, on peut aussi identifier la présence de récepteurs un peu plus profondément dans le corps. Ils vont constituer ces récepteurs le système proprioceptif ou proprioception. Donc, on parle de sensibilité de la profondeur du corps, plus exactement, on fait référence à la sensibilité des muscles et des articulations, qui est liée à la présence de récepteurs sensoriels au niveau des muscles, lesquels sont sensibles à diverses modalités mécaniques. Dans ce cas-là, ces récepteurs vont alimenter la sensibilité proprioceptive au sens strict, on va vraiment être là sur le sens positionnel, donc qui s'appuie sur ces mécanorécepteurs. On va aussi trouver néanmoins des thermorécepteurs et des nocicepteurs au niveau des muscles et des articulations qui vont alimenter des modalités thermiques et nociceptives. Enfin, on peut identifier au sein de la somesthésie un système dit interoceptif, donc associé à l'interoception. Ça correspond à la sensibilité de l'intérieur du corps, plus exactement, il s'agit là de la sensibilité des viscères, liée au fait qu'il y a sur les viscères des récepteurs sensoriels qui sont sensibles à diverses modalités. On trouve des mécanorécepteurs qui alimentent la modalité mécanique, des thermorécepteurs en lien avec la sensibilité thermique et des nocicepteurs en lien avec la sensibilité nociceptive. Alors,
L'interoception est parfois, ça dépend des auteurs, parfois incorporée dans la somesthésie, parfois elle en est détachée. Ça dépend en fait du point de vue adopté par les auteurs. C'est ce qui fait que c'est toujours un peu délicat de définir de manière générale la somesthésie parce que tout dépend du critère sur lequel on s'appuie pour définir ce système sensoriel qui est assez vaste. Alors pour éviter les ambiguïtés, on va tout de suite définir ce qu'on entend par les modalités suivantes. Quand on parle de toucher ou de tact, en fait, on va signifier par là la sensibilité tactile, c'est-à-dire la sensibilité de la peau qui s'appuie sur les mécanorécepteurs. On peut parler de mécanoception ou mécanoréception cutanée. Et c'est comme ça qu'on envisagera ce sens de la peau. On laissera de côté la sensibilité thermique et la sensibilité nociceptive qui existent aussi au niveau de la peau. Mais donc le toucher ou tact, c'est véritablement la sensibilité mécanique de la peau. Le terme proprioception signifie proprioception au sens strict. Il s'agit là aussi d'une modalité mécanique, donc d'une mécanoception musculo-articulaire. Et c'est ce qu'on appellera le sens musculaire ou musculo-articulaire, mais donc qui est bien une modalité mécanique. Par thermoception signifie la sensibilité thermique. On va surtout parler de la sensibilité thermique de la peau, mais il y a des thermorécepteurs en de nombreux lieux du corps. Enfin, dernière catégorie, la nociception. Et par nociception, on entend donc la sensibilité nociceptive, donc la perception de la douleur, qui concerne en fait là l'ensemble du corps. Alors, nous allons donc maintenant nous intéresser au toucher. Donc, nous pouvons voir ici la branche du toucher déployée. Et nous allons commencer par revenir sur une définition de ce qu'est le toucher. Donc, on peut appeler également le tact ou sens cutané ou sens de la peau. Comme on vient de le dire, il s'agit de la sensibilité mécanique ou mécanoceptive de la peau. Donc évidemment, on peut dire que le toucher, c'est une dimension d'un sens plus vaste, puisque le toucher est englobé dans la somesthésie. Et ce toucher, à nouveau, je le répète, est lié à la détection de stimulation de nature mécanique par les mécanorécepteurs. Alors c'est un sens qui est hétérogène dans le sens où il va alimenter plusieurs perceptions, puisque avec les mécanorécepteurs, on peut localiser les régions du corps qui sont touchées, on peut se faire une idée de la forme de l'objet qui est touché, de sa texture, de la force avec laquelle l'objet ça est appliqué au niveau de la peau. Il y a aussi toute la dimension temporelle, la durée du contact, par exemple, vitesse d'un contact qui peut être également identifiée. Et puis on peut aussi parler des vibrations qui vont pouvoir être détectées par les mécanorécepteurs. Alors, de manière assez large, on distingue souvent deux types de toucher. Un toucher dit actif, parfois appelé haptique, qui correspond à l'action de toucher, c'est-à-dire qu'on va être acteur. Dans ce cas-là, on va être dans cette idée d'explorer un objet, ce qui va se faire avec les mains, et ça va pouvoir alimenter ce qu'on appelle la stéréognosie, c'est-à-dire la connaissance des objets. En fait, avec ce toucher actif via nos mains, nous sommes capables, sans observer l'objet, sans le regarder avec les yeux, eh bien, nous sommes capables de l'identifier rien qu'en explorant tactilement finalement ce toucher. L'autre forme de toucher, c'est le toucher passif. On fait référence dans ce cas plutôt au fait d'être touché. Donc là, ça ne concerne pas que les mains, mais c'est tout le corps. Effectivement, dès qu'un contact est fait au niveau de la peau, que ce soit la peau des mains ou une autre partie de la peau du corps, eh bien, on va détecter ce contact. Et donc là, on peut dire que ça alimente la somatognosie, c'est-à-dire la connaissance de notre corps. Et on peut même ajouter la connaissance de contacts qui surviennent au niveau de notre peau. Alors notre peau, justement, on peut la qualifier aussi de tégument. Elle fait environ 2 mètres carrés pour 4 à 5 kg avec une épaisseur en moyenne de 1 à 2 mm, mais elle peut être aussi plus fine ou plus épaisse, puisqu'il s'agit là bien sûr d'une moyenne. Pour ce qui est de sa structure, on identifie 2 couches au niveau de la peau qui sont d'une part l'épiderme, qui est la couche la plus superficielle. Il correspond cet épiderme à du tissu épithélial qui est constitué, un tissu épithélial, c'est des cellules qui sont jointives, et là on identifie plusieurs strates de cellules jointives, plusieurs assises. On dit donc que l'épiderme, donc ce tissu épithélial est pluristratifié, il est également
kératinisées. Alors, si on s'intéresse à ces strates, on va constater qu'au niveau des strates inférieures, les cellules sont vivantes. Dans les strates supérieures, par contre, les cellules sont mortes. Mais leur présence est importante, puisque c'est aussi ce qui va contribuer à la résistance de la peau. Donc, à la fois la résistance mécanique, mais aussi à une résistance, par exemple, aux UV. Donc l'épiderme, c'est la couche superficielle, on vient de l'évoquer, elle est relativement mince, en tout cas comparativement à la deuxième couche qu'on verra après qui s'appelle le derme. Elle est non vascularisée, cette couche, et elle se renouvelle environ toutes les 4 à 6 semaines. La couche la plus profonde, c'est le derme, c'est un tissu conjonctif, donc un tissu dans lequel les cellules ne sont pas jointives, donc c'est la couche la plus profonde, elle est plus épaisse comparativement à l'épiderme, et c'est un tissu qui est vascularisé. Ensuite, en dessous de la peau, il y a ce qu'on appelle une couche sous-cutanée qui constitue l'hypoderme, qui est un tissu conjonctif qui contient un nombre plus ou moins important de cellules adipeuses, et les cellules adipeuses ayant pour intérêt de stocker des lipides, donc de l'énergie, un maximum d'énergie dans un minimum de place. Les lipides vont aussi forger des sortes de coussinets en dessous de la peau et conférer une certaine résistance à des chocs qui peuvent survenir. Et les cellules adipeuses vont aussi permettre une certaine résistance aux variations de température. Alors, il y a également au niveau de la peau ce qu'on appelle les annexes de la peau, qui sont des structures qui dérivent de l'épiderme, même si souvent elles résident au niveau du derme, en s'enfonçant finalement dans le derme. On peut évoquer les phanères, à savoir pour l'humain les poils et les cheveux, ainsi que les ongles. Et puis on trouve également au niveau de la peau des glandes sudoripares et des glandes sébacées. Notons qu'il existe 2 types de peau. Une peau dite épaisse ou glabre qui s'oppose à une peau dite fine ou velue. Alors déjà, on peut revenir sur les premiers termes. Peau épaisse ou glabre. Épaisse parce qu'effectivement, elle est assez épaisse, l'épiderme est assez épais. Et glabre parce qu'il n'y a pas de poils. Alors ça correspond à 2 zones dans notre corps, c'est-à-dire les paumes des mains et les plantes des pieds. À ce niveau, dans cette peau épaisse ou glabre, il n'y a pas de glandes sébacées, par contre il y a de nombreuses glandes sudoripares. D'autre part, la densité en récepteurs sensoriels est très importante et il y a au niveau de cette peau ce qu'on appelle des crêtes épidermiques, qui sont une sorte de replis qui sont assez bien développés, qui sont finalement les empreintes digitales. Pour ce qui est de la peau fine ou velue, elle correspond à la peau de tout le reste du corps, c'est-à-dire c'est toute la peau du corps sauf la paume des mains et la plante des pieds. L'épiderme est fin, c'est pour ça qu'on l'appelle peau fine, et puis on l'appelle peau velue puisqu'elle est pourvue de poils. On trouve au niveau de cette peau des glandes sébacées, assez peu de glandes sudoripares, avec certaines exceptions, par exemple au niveau du front et des régions très velues, il y en a un certain nombre. D'autre part, la densité en récepteurs sensoriels est relativement faible comparativement en tout cas à ce qu'on trouve au niveau de la peau épaisse ou glabre, avec bien sûr quelques exceptions, par exemple la région génitale. Et d'autre part, au niveau de la peau fine ou velue, les crêtes épidermiques sont assez peu développées. Notons que la peau assure un certain nombre de fonctions, elle est importante pour la thermorégulation, c'est également un réservoir sanguin, elle a une fonction de protection, elle intervient aussi un petit peu, on va dire, dans l'excrétion et l'absorption, elle intervient également dans la synthèse de vitamine D et elle est importante aussi pour l'exploration du milieu puisqu'elle est pourvue d'un certain nombre de récepteurs sensoriels. Alors, nous allons nous intéresser aux récepteurs que l'on trouve au niveau de la peau, qui sont sensibles aux stimulations mécaniques, ce que l'on appelle les mécanorécepteurs cutanés. Alors, ces mécanorécepteurs, ils assurent donc la transduction sensorielle. Rappelons ce qu'est la transduction sensorielle. La transduction, c'est le travail que réalise tout récepteur sensoriel, le fait de traduire une stimulation, une information qui est présente dans l'environnement ou en nous, en un signal nerveux. Donc la transduction, c'est le phénomène qui traduit toute information en un langage compréhensible par le système nerveux. Alors la transduction au niveau des mécanorécepteurs de la peau est directe. C'est-à-dire qu'il y a au niveau ces mécanorécepteurs vont présenter au niveau de leur membrane des canaux ioniques qui sont sensibles aux stimulations mécaniques et qui vont s'ouvrir ou se fermer lorsqu'il y a une stimulation mécanique qui est faite. Donc ces canaux ioniques ou membranaires se situent donc au niveau du récepteur sensoriel. Rappelons qu'un récepteur sensoriel correspond à une terminaison sensorielle, c'est-à-dire à une extrémité périphérique de neurones sensoriels de premier ordre.
Alors, ces mécanorécepteurs sont de plusieurs types, comme on va être amené à le voir. Ce qui fait qu'ils sont d'un type ou d'un autre, ce sont différentes spécificités. Déjà, dans les canaux membranaires, les canaux ioniques membranaires ne sont pas nécessairement les mêmes d'une catégorie de récepteurs à une autre. Et d'autre part, il peut y avoir parfois des éléments qui peuvent être associés à la terminaison nerveuse, c'est-à-dire à l'extrémité périphérique de neurones sensoriels de premier ordre. Donc voilà, tout ça va varier selon le récepteur. C'est ce qui va faire qu'on va trouver plusieurs catégories de récepteurs. Notons que la densité en mécanorécepteurs de la peau est variable. Notons également que les champs récepteurs de ces mécanorécepteurs sont de taille variable. Quand un champ récepteur est de grande taille, comme c'est le cas par exemple dans ce dessin ici, eh bien, on va avoir affaire à un récepteur qui ne va pas pouvoir localiser de façon très précise les stimulations qui surviennent. Expliquons-nous. Ici, ce point, on peut imaginer que ici, donc c'est une région de la peau. Le point correspond à l'emplacement au niveau de la peau du mécanorécepteur et ce cercle correspond à la zone surveillée par ce récepteur. Donc c'est le champ récepteur de ce récepteur qui est assez grand ici comparativement à ce récepteur en vert qui a un champ récepteur plus étroit. On peut comparer ça par exemple à un système radar, un radar qui surveille soit une grande région d'espace, soit une petite région d'espace. Donc quand la zone de surveillance est étendue, quand le champ récepteur est grand, s'il y a des stimulations qui surviennent, là, une stimulation 1 ou une stimulation 2, eh bien, quoi qu'il en soit, le récepteur va signaler la présence de ces stimulations. Par contre, le système nerveux ne pourra pas localiser précisément cette stimulation, il pourra dire que c'est quelque part dans ce grand cercle. Quand un récepteur sensoriel a un petit champ récepteur, eh bien, il va être plus précis sur les informations spatiales qu'il donne. Ici, si la stimulation 1 survient dans le champ récepteur, ce récepteur va la détecter, il va le signaler au système nerveux, le système nerveux saura que la stimulation a lieu quelque part dans ce cercle vert. Et là, si la stimulation 2 survient, eh bien, ce récepteur, comme il a un champ récepteur assez étroit, il ne va pas la détecter et ne va pas renseigner sur cette stimulation. Donc on voit donc qu'il va pouvoir être beaucoup plus précis dans ces informations, là où il ne va signaler que la stimulation 1, le premier récepteur, le récepteur violet qui a un grand champ récepteur, renseignera sur les deux stimulations et on ne pourra pas localiser précisément cette stimulation dans l'espace en se basant bien sûr sur ces uniques récepteurs. Donc, quand un récepteur sensoriel a un grand champ récepteur, il est assez peu précis au niveau spatial. Quand son champ récepteur est de taille étroite, il est plus précis au niveau spatial. D'autre part, notons que le comportement des récepteurs est variable. Certains récepteurs ont un comportement dit tonique, c'est-à-dire qu'ils vont présenter une adaptation lente aux stimulations. Ce sont des récepteurs qui vont être sensibles à des stimulations qui s'étendent dans le temps, bien qu'elles soient présentes avec la même intensité, bien qu'elles soient relativement statiques. Et ce sont des récepteurs qui sont assez peu sensibles aux stimulations qui changent, c'est-à-dire aux stimulations dynamiques. Et ce sont donc des récepteurs qui vont renseigner essentiellement sur la durée des stimulations. Les récepteurs phasiques, eux, ce sont des récepteurs à adaptation rapide. Ils sont sensibles essentiellement aux stimulations qui changent, aux stimulations dynamiques, mais ils sont peu sensibles aux stimulations qui sont stables, aux stimulations statiques. À partir du moment où une stimulation est constante, par exemple j'applique une pression sur la peau et je maintiens cette pression à une valeur qui ne bouge pas, eh bien ces récepteurs vont détecter la stimulation au moment où il apparaît, mais ensuite, quand elle est maintenue stable, ils ne vont plus la détecter, ils vont cesser de renseigner sur la présence de cette stimulation, bien qu'elle soit malgré tout bien là. Donc, ce sont des récepteurs qui vont davantage renseigner sur la vitesse de survenue des stimulations. Alors, nous allons voir qu'il y a plusieurs types de récepteurs sensoriels sensibles aux stimulations mécaniques au niveau de la peau, que nous allons pouvoir distinguer suivant leur localisation, suivant leur structure, suivant leur taille de champ récepteur ou encore suivant leur comportement tonique ou phasique. Commençons avec les corpuscules de Pacini, qui sont des récepteurs qu'on trouve dans les deux types de peau, préférentiellement dans le derme profond. On peut même en trouver dans l'hypoderme, il y en a même au niveau des articulations, des muscles et des viscères. Ce sont des récepteurs qui sont encapsulés, c'est-à-dire que l'extrémité périphérique de neurones sensoriels de premier ordre est associée à une capsule, et cette capsule est faite de structures concentriques, un petit peu comme les différentes couches qui constituent un oignon. Alors des expériences ont été faites sur ces récepteurs de Pacini. Si on supprime justement cette capsule, eh bien, on va voir que le comportement de ce récepteur change. Donc la capsule est importante pour détecter les stimulations en question.
Les corpuscules de Pacini, ce sont des récepteurs qui ont des grands champs récepteurs et qui sont phasiques, c'est-à-dire qu'ils ont une adaptation rapide et ils sont par exemple sensibles aux vibrations. Les corpuscules de Ruffini, sont présents dans les deux types de peau, préférentiellement dans le derme profond. On en trouve également en dehors de la peau, dans les ligaments ou encore dans les tendons. Ce sont des récepteurs qui sont encapsulés. Là aussi, l'extrémité périphérique du neurone sensoriel de premier ordre est associée à une capsule et cette capsule est orientée selon les lignes de la peau. Ce sont des récepteurs qui ont un grand champ récepteur et qui sont toniques à adaptation lente et des récepteurs qui sont a priori surtout sensibles aux étirements cutanés qui sont produits par les mouvements faits par l'individu. Les corpuscules de Meissner, ce sont des récepteurs qui sont surtout présents dans la peau glabre. On les trouve néanmoins aussi au niveau des paupières, des lèvres, des mamelons, du clitoris ou encore du gland. Ils sont présents dans le derme superficiel et ce sont des récepteurs encapsulés. Une fois de plus, l'extrémité périphérique du neurone sensoriel de premier ordre est associée à une capsule. Ces récepteurs ont un petit champ récepteur et ils sont phasiques, donc à adaptation rapide. Ils sont par exemple sensibles au glissement. Les disques de Merkel, ce sont des récepteurs qu'on trouve dans les deux types de peau. Ils sont assez nombreux au niveau de la main, essentiellement d'ailleurs au niveau des doigts, assez nombreux aussi au niveau des lèvres et des organes génitaux. Ils sont présents dans le derme superficiel au niveau de la peau glabre et dans l'épiderme au niveau de la peau velue. Ce sont des récepteurs qui sont associés à une cellule spécialisée, c'est-à-dire que l'extrémité périphérique du neurone sensoriel de premier ordre est associée à une cellule spécialisée qui est une cellule épithéliale. Ce sont des récepteurs qui ont un petit champ récepteur et qui sont toniques, donc à adaptation lente. Ils sont par exemple sensibles aux pressions. Il y a d'autres récepteurs que je ne vais pas détailler qui sont les récepteurs des follicules pileux, c'est-à-dire les récepteurs qui vont s'entortiller à la base des poils et qui vont pouvoir détecter les moindres mouvements des poils. Par exemple, si un moustique se pose sur un poil, eh bien, le poil va être bougé. Ces récepteurs pourront détecter ce mouvement du poil. Alors, notons que chaque récepteur sensoriel va amener une information particulière et collectivement, en fait, les informations vont amener des indices sur la stimulation générale qui a lieu. Et le système nerveux va recevoir toutes ces informations, il va les analyser et va pouvoir générer une perception de la stimulation un peu dans sa globalité. C'est pour ça qu'on peut dire que chaque récepteur amenant une bribe d'informations qui émanent de la stimulation, eh bien, pour avoir accès à la stimulation globale, on ne peut pas faire l'impasse sur les différents récepteurs et on va parler d'un codage en population, c'est-à-dire que la stimulation globale va être codé par chaque récepteur codant une partie de la stimulation. Donc, codage en population, c'est le collectif qui est important. Un récepteur sensoriel tout seul ne va pas pouvoir en renseigner de façon complète. Disons un mot maintenant sur les voies qui transportent les informations tactiles. Alors, on va identifier deux voies selon la localisation des mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs situés au niveau de la peau du visage vont envoyer leurs informations dans des voies qu'on va appeler les voies trigéminales du tact et de la proprioception. On peut les appeler entre guillemets les voies lemniscales du visage. Les récepteurs qui sont situés dans la peau du reste du corps vont envoyer leurs informations dans les voies des colonnes dorsales, qu'on appelle aussi les voies lemniscales. Alors, le point de départ, en tout cas pour les messages nerveux, quoi qu'il en soit, ce sera toujours un mécanorécepteur cutané qui va réaliser la transduction. Les informations vont ensuite circuler le long de la fibre nerveuse sensorielle de premier ordre, fibre nerveuse afférente, dans un sens qui est toujours le même, c'est-à-dire de la périphérie vers le centre, c'est-à-dire vers le système nerveux central. Une fois arrivées dans le système nerveux central, les informations issues du visage vont arriver donc via les nerfs crâniens 5, c'est-à-dire les nerfs trijumeaux, au niveau de l'encéphale. Par contre, les informations qui sont issues de la détection par les mécanorécepteurs de la peau du reste du corps, ces informations-là vont arriver via les nerfs rachidiens au niveau de la moelle épinière. Alors, faisons une remarque sur ce qu'on appelle un dermatome. Un dermatome, c'est une bande de peau qui projette ces informations à un étage spécifique de la moelle épinière. Donc, on peut prendre l'exemple suivant. Les dermatomes au niveau du cou et du membre supérieur vont envoyer leurs informations au niveau de la moelle épinière cervicale. Les dermatomes au niveau de la région du tronc vont envoyer leurs informations au niveau de la moelle épinière thoracique. Les dermatomes au niveau des membres inférieurs et de la région anogénitale vont envoyer leurs informations essentiellement dans la moelle dite lombo-sacrée. Notons
notons qu'une pathologie qu'on appelle le zona va révéler par l'éruption cutanée l'existence de ces dermatos. Je ne reprendrai pas ici le détail du zona que nous avons vu en cours. Alors, nous en sommes donc au point suivant. Les mécanorécepteurs donc, ont assuré la transduction. Ils ont ramené au système nerveux central des informations sensorielles. Et donc là, ce premier neurone, le neurone sensoriel de premier ordre, va effectuer un premier relais. Le relais va se faire en des lieux différents. Pour les informations qui sont issues du visage, le relais va se faire au niveau du noyau du nerf 5, au niveau de la partie métencéphalique de ce noyau du nerf 5, dans ce qui correspond au pont ou à la protubérance. Pour le reste du corps, le relais va se faire au niveau des noyaux des colonnes dorsales qui sont situés au niveau du myélencéphale. Alors, les noyaux des colonnes dorsales sont deux paires de noyaux. On a d'une part les noyaux cunéiformes et d'autre part les noyaux graciles. Les noyaux cunéiformes vont constituer un point de relais pour les informations qui ont été détectées par les mécanorécepteurs situés dans la partie supérieure du corps. Les noyaux graciles vont être un point de relais pour les mécanorécepteurs qui ont détecté des informations dans la partie inférieure du corps. Donc, on a un premier neurone. Pour reprendre l'ensemble, le neurone sensoriel de premier ordre qui effectue un relais sur un deuxième neurone, le neurone sensoriel de deuxième ordre, on peut l'appeler ainsi, qui va décusser, c'est-à-dire que son axone va croiser le plan de symétrie du corps. Il va ensuite remonter dans le système nerveux central, atteindre le thalamus où un deuxième relais va se faire. Les informations issues du visage vont effectuer un relais au niveau du noyau ventropostérieur médian ou VPM du thalamus, tandis que les informations issues du reste du corps vont effectuer leur relais au niveau du noyau ventropostérieur latéral ou VPL du thalamus. À partir de là, donc ce troisième neurone qui intervient dans cette chaîne, ce neurone thalamique, va projeter sur le cortex somesthésique primaire. Ce cortex somesthésique primaire est situé dans le lobe pariétal. Il correspond aux aires de Brodmann 3, 2 et 1, si on les décrit à partir du sillon central. Notons aussi qu'au niveau du cortex somesthésique primaire, les informations sont très ordonnées. On trouve une organisation topographique, si bien qu'on va retrouver une représentation point par point du corps au niveau du cortex somesthésique primaire. On va parler de représentation somatotopique. Alors, cette représentation somatotopique présente quelques disproportions par rapport aux proportions réelles du corps. Ces disproportions reflètent la densité en récepteurs sensoriels qu'on trouve dans les diverses parties du corps. Si bien que les densités étant importantes au niveau, par exemple, des mains et puis au niveau du visage, eh bien, les mains et le visage vont être surreprésentés par rapport à leurs proportions réelles. C'est ce qu'on voit assez bien dans ces représentations qu'on appelle les homunculus sensoriels, où on peut reconstituer donc un petit personnage qui va présenter ces disproportions. Alors, notons que le cortex somesthésique primaire présente une certaine plasticité en fonction de la pratique de l'individu. Par exemple, la pratique d'un instrument de musique va faire que ces représentations des différentes parties du corps peuvent évoluer. De la même manière, si un membre, par exemple, est perdu, eh bien, on va avoir un remaniement aussi de ces représentations. Au-delà du cortex somesthésique primaire, les informations vont être envoyées vers différents lieux, entre autres le cortex somesthésique secondaire et le cortex pariétal postérieur. Notons que le cortex cérébral, c'est lui qui va intégrer justement ces bribes d'informations qui sont collectées par les récepteurs sensoriels. On avait parlé de codage justement en population, et sur la base de ces intégrations, le cortex va générer une perception. Il va finalement construire notre réalité, nous donner à percevoir cette réalité, mais voilà, qui n'est qu'une construction. Tout ce que nous venons de dire est représenté ici. On retrouve ici des régions de la peau, le visage, les mains, les pieds, enfin une main, un pied, et des récepteurs sensoriels qui sont situés à ce niveau-là. Hein. Ce sont les extrémités de ces neurones sensoriels de premier ordre qui constituent les récepteurs sensoriels. Si on part d'un récepteur situé au niveau du pied, eh bien, les informations vont cheminer dans ce premier neurone, vont ensuite effectuer un premier relais sur ce deuxième neurone situé dans le noyau gracile, situé lui-même au niveau du myélencéphale, ce qu'on appelle aussi le bulbe rachidien. Ce deuxième neurone décusse, puis remonte et va effectuer un deuxième relais sur ce troisième neurone, qui est un neurone du thalamus, situé dans le VPL, le noyau ventropostérieur latéral, qui ensuite va projeter sur le cortex somesthésique primaire, qui correspond au télencéphale. Bien sûr,
au-delà du cortex somesthésique primaire, on l'a dit, les informations vont vers d'autres endroits, notamment cortex somesthésique secondaire, cortex pariétal postérieur. Mais souvent, quand on décrit une chaîne sensorielle, on s'arrête au cortex cérébral. Donc ici, on a le chemin pour des informations qui sont récoltées par des récepteurs situés dans la partie inférieure du corps. Pour la partie supérieure du corps, par exemple au niveau de la main, le relais, la chaîne est sensiblement la même, la chaîne sensorielle est la même, mais le relais ne va pas se faire sur le noyau de racine, mais sur le noyau cunéiforme. Et pour le visage, eh bien, alors, tandis que là, ces neurones sensoriels circulent dans des nerfs rachidiens, là, ces fibres sensorielles de premier ordre circulent dans un nerf qui est le nerf trijumeau, et le premier relais se fait non pas au niveau du mélencéphale, mais au niveau du métencéphale, plus spécifiquement au niveau du pont ou protubérance, sur le noyau du nerf 5. Puis à partir de ce noyau du nerf 5, où on trouve le deuxième neurone de la chaîne, le deuxième neurone projette sur un troisième neurone situé dans le thalamus, dans le noyau VPM, c'est-à-dire le noyau ventro-postérieur médial. De là, les projections se font vers le cortex somesthésique primaire. Donc voici ces voies lemniscales, donc voies lemniscales du corps ou voies des colonnes dorsales, et ici les voies lemniscales du visage entre guillemets, qu'on appelle aussi voies trigéminales du tact et de la proprioception. Intéressons-nous à présent à la proprioception. Donc voici la carte qui concerne la proprioception. Commençons par introduire ce qu'est la proprioception, même si nous l'avons déjà évoqué dans l'introduction générale. Donc rappelons qu'au sens strict, la proprioception correspond au sens musculaire et plus spécifiquement à la sensibilité mécanoceptive des muscles, mais aussi des tendons et des articulations. Et donc ça s'appuie sur la présence de mécanorécepteurs au niveau des muscles et des articulations. C'est comme ça que nous entendrons le terme proprioception, au sens donc tout à fait strict. C'est important de le souligner parce qu'au sens large, le mot proprioception veut dire perception de soi. Alors, le sens peut être plus ou moins large, c'est-à-dire que ça peut être un sens large, on va dire un peu restreint, ça va être la perception de soi par rapport à soi, on reste sur un sens positionnel, mais notons que ce sens, donc, qui est parfois qualifié de positionnel, est lié au fait que cette proprioception va nous permettre de connaître la position de notre corps. Si on envisage cette perception au sens assez large, effectivement, les récepteurs situés dans les muscles, le sens musculaire, va nous permettre de connaître notre position corporelle. Mais finalement, notre peau peut aussi y contribuer à un petit degré. Par exemple, quand on plie l'avant-bras sur le bras, eh bien, la peau de l'avant-bras va venir au contact de la peau du bras. Donc, ce sont des informations qui peuvent être également utilisées pour connaître la position du corps. Et bien sûr, on peut utiliser notre sens visuel en nous regardant nous-mêmes. Nous pouvons apprécier la position dans laquelle nous sommes. Mais ça reste une perception assez large. Par le terme proprioception, comme on l'a dit, on va vraiment se centrer sur ce sens musculaire, c'est-à-dire ce sens qui est alimenté par les mécanorécepteurs situés dans les muscles et tendons et articulations. D'autre part, on peut même envisager un sens encore plus large pour ce terme proprioception, parce que la proprioception, ça peut être la perception de nous-mêmes par rapport aussi à l'environnement. En quel cas, on peut évoquer un peu tous les sens, notamment le sens visuel, le sens de l'équilibre, le sens auditif. Donc voilà, c'est important de bien signifier le fait que par proprioception, nous entendons la sensibilité mécanoceptive des muscles, des tendons et des articulations. Donc, rappelons que cette proprioception est une dimension d'un sens plus vaste, puisqu'effectivement, c'est une sous-catégorie de la somesthésie. Ajoutons-le encore, répétons-le encore, la proprioception est liée à la détection de stimulation de nature mécanique. Et je vais citer Oliver Sacks, que je cite assez souvent dans mes cours, dans son ouvrage qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Dans un de ses chapitres qui s'intitule La femme désincarnée, il rapporte le cas d'une personne qui a perdu sa proprioception bien sûr au sens strict, et elle reformule l'explication faite par le neurologue sur son trouble. Et cette explication reformulée nous permet de saisir ce qu'est cette proprioception. Elle dit la chose suivante, elle dit « J'ai déjà remarqué que je peux perdre mes bras, je les crois à un endroit et je les retrouve ailleurs. Cette proprioception, c'est en quelque sorte les yeux du corps, le moyen par lequel le corps se voit lui-même. » Donc effectivement, via la proprioception, le corps se voit lui-même, mais sans utiliser le sens visuel, mais en utilisant la sensibilité mécanoceptive des muscles, des tendons et des articulations. Alors, disons un mot assez succinct sur les muscles que nous avons abordés par ailleurs dans un autre cours. Donc, nous parlons ici des muscles striés squelettiques.
qui sont constituées de cellules musculaires qu'on appelle aussi fibres musculaires parce qu'elles sont allongées. Ces cellules musculaires sont aussi associées à du tissu conjonctif. On identifie ce qu'on appelle l'endomysium. C'est un tissu conjonctif qui va entourer chaque cellule musculaire, chaque fibre musculaire. Un autre tissu conjonctif est appelé le périmysium. Le périmysium, il va entourer des paquets de fibres musculaires qui sont chacune enveloppées individuellement par leur endomysium. Et puis l'épimysium, c'est le tissu conjonctif qui va entourer l'ensemble du muscle, donc qui va un peu délimiter le muscle et qui va contribuer à l'insertion des muscles sur les os. L'insertion pouvant se faire de façon directe via l'épimysium ou indirecte, ce qui est souvent le plus fréquent, en tout cas le plus fréquent quand on décrit un muscle. Dans ce cas-là, ça va se faire via un tendon ou une aponévrose. Notons aussi que la partie du muscle où on trouve les fibres musculaires va s'appeler le corps charnu par opposition à ses extrémités, notamment quand on observe un tendon. Les mécanorécepteurs donc musculaires, nous allons les appeler les propriocepteurs. Évoquons deux types de propriocepteurs qui sont le fuseau neuromusculaire ou FNM et l'organe tendu de Golgi ou OTG. Alors les fuseaux neuromusculaires se trouvent dans la partie charnue des muscles. Ce sont des structures, des récepteurs sensoriels qui ont une forme allongée, d'où leur dénomination de fuseau. Ils s'insèrent parallèlement aux fibres musculaires et vont détecter les étirements musculaires. Les organes tendineux de Golgi se trouvent à la jonction entre les muscles et les travées tendineuses. Ils sont insérés en série avec les fibres musculaires et ils vont essentiellement détecter les augmentations de force musculaire. Évoquons maintenant les voies qui transportent les informations proprioceptives, ce qui va être assez simple puisqu'il s'agit des mêmes voies que les voies qui transportent les informations du toucher. On retrouve ici les voies des colonnes dorsales ou voies lemniscales et puis les voies trigéminales, c'est-à-dire les voies lemniscales de la tête. Donc ce sont les informations qui transportent, comme on vient de le dire, également les informations tactiles. Donc ces informations vont aboutir aussi au niveau du cortex somesthésique primaire. Notons qu'au niveau du cortex somesthésique primaire, nous avons parlé d'une représentation point par point du corps et dans des explorations plus fines, il a été noté qu'il y a non pas une mais 4 représentations en fait, du corps, c'est-à-dire 4 homunculus à ce niveau. On identifie un homunculus au niveau de l'aire 3A de Brodmann qui correspond à une région du cortex somesthésique primaire qui accueille essentiellement les informations qui proviennent des muscles. L'aire 3B de Brodmann va accueillir les informations qui proviennent essentiellement des récepteurs toniques de la peau. L'aire 2 de Brodmann accueille les informations qui viennent des récepteurs phasiques de la peau et l'aire 1, les informations qui viennent des récepteurs des articulations. Alors, notons que ces voies sont impliquées dans la sensibilité proprioceptive consciente. Effectivement, pour qu'une information devienne consciente, il faut qu'elle atteigne le cortex, qui est le cas ici, ce qui lui permettra éventuellement de devenir consciente. Bien sûr, une information qui atteint le cortex ne devient pas nécessairement consciente, mais en tout cas, voilà, là, on sait qu'il y a une perception consciente qui existe, puisqu'on peut avoir connaissance, sans regarder notre corps, de la position de notre corps, en nous appuyant justement sur ces informations proprioceptives, c'est-à-dire sur les propriocepteurs. Ces propriocepteurs vont aussi envoyer leurs informations dans d'autres voies qui aboutissent en d'autres lieux et qui ne feront pas l'objet de perception consciente. On peut évoquer les voies spinocérébelleuses qui sont des voies qui aboutissent au cervelet et qui vont essentiellement contribuer à la régulation de la motricité. Je ne vais pas les détailler ici, mais vous les retrouverez facilement dans le diaporama du cours. D'autre part, les informations proprioceptives vont aussi alimenter des voies locales, c'est-à-dire des réseaux de neurones situés à un niveau assez local, au niveau de la moelle épinière ou bien à des niveaux plus élevés, au niveau par exemple des noyaux du trijumeau. Et ces voies locales vont alimenter une activité réflexe. On peut évoquer deux réflexes. Le réflexe myotatique qui s'appuie sur la détection par les fuseaux neuromusculaires d'étirements musculaires et le réflexe d'inhibition autogénique qui s'appuie sur la détection par les organes tendineux de Golgi, les OTG, d'augmentation de la force musculaire. Donc ces informations proprioceptives qui circulent dans ces deux voies, spinocérébelleuse et puis dans ces voies locales, ce sont des informations qui sont impliquées dans une sensibilité proprioceptive qu'on va qualifier d'inconsciente, puisqu'effectivement il n'y aura pas de prise de conscience là, de ces informations-là. Ce sont des informations qui néanmoins vont être prises en compte par le système nerveux,
qu'il va utiliser pour réguler la motricité. Il est nécessaire de rappeler que le système nerveux doit absolument connaître l'état du corps pour pouvoir le faire bouger. Même si on comprend que quand on choisit de faire un mouvement, le système nerveux ordonne un mouvement et a priori il sait quel est le mouvement qui va se réaliser, eh bien il est possible qu'un muscle, par exemple s'il est fatigué, ne réalise pas exactement le mouvement. Donc il est important que le système nerveux ait en permanence un retour sensoriel sur les ordres qu'il donne pour savoir où il en est, pour pouvoir commander efficacement les mouvements. Et puis bien sûr, par ailleurs, si on est par exemple bousculé, notre corps change de position, c'est important que les propriocepteurs le détectent, ce qui va permettre aussi de pouvoir rétablir notamment la position. Donc après la proprioception, nous allons nous intéresser à la thermoception. Donc, commençons par introduire cette thermoception, qu'on peut appeler aussi sensibilité thermique, qui est elle aussi une dimension d'un sens plus vaste, puisque c'est une sous-catégorie de la somesthésie. Et cette thermoception est liée à la détection de stimulation thermique. Mais on sait aussi que des molécules chimiques peuvent activer les thermocepteurs, c'est par exemple le cas du menthol. Cette thermoception va contribuer à l'homéostasie, puisqu'effectivement, il est important de détecter la température pour pouvoir réguler la température corporelle. Alors les thermocepteurs cutanés, nous allons uniquement parler d'eux, ce sont des récepteurs de type terminaison nue ou libre, c'est-à-dire que l'extrémité périphérique du neurone sensoriel de premier ordre va être nue. Donc il n'y a ni capsule ni cellule spécialisée associée. On identifie au niveau de la peau deux types de thermocepteurs, des thermocepteurs au froid qu'on va localiser au niveau de l'épiderme. Si on s'intéresse à ces récepteurs, on va voir que les fibres nerveuses peuvent être myélinisées ou non myélinisées. Quand elles sont myélinisées, il s'agit de fibres nerveuses de type A, delta, qui vont conduire l'information à une vitesse oscillant entre 5 et 30 mètres par seconde. Et quand les fibres nerveuses ne sont pas myélinisées, il s'agit dans ce cas-là de fibres de type C, l'information va circuler entre 0,4 et 2 mètres par seconde. Il y a par ailleurs des thermocepteurs au chaud qu'on va localiser essentiellement dans le derme et qui correspondent tous à des fibres nerveuses de type amyélinique, de type C, au niveau desquels la circulation de l'information se fait entre 0,4 et 2 mètres par seconde. La transduction au niveau de ces thermocepteurs est directe, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de ces récepteurs des canaux ioniques membranaires qui sont sensibles à la température, donc thermosensibles, et les variations de température vont entraîner des ouvertures, fermetures de ces canaux ioniques, et c'est ce qui va engendrer la transduction. Alors, disons un mot sur les voies qui transportent ces informations thermiques. Notons qu'il y a deux voies de la perception thermique consciente, selon la localisation des thermocepteurs. On peut évoquer des voies qui partent des thermocepteurs situés au niveau du visage, qu'on va appeler les voies trigéminales de la température et de la nociception. Et puis, il y a des voies qui vont transporter les informations thermiques qui proviennent du reste du corps, qui correspondent à des voies qu'on peut appeler extralémniscales, ou encore spinothalamiques, ou encore antérolatérales, ou encore ventrolatérales. Donc, voici ces voies que l'on peut observer ici. Donc, si on part ici de thermocepteurs qui sont situés au niveau du tronc, par exemple, eh bien, on voit le neurone sensoriel de premier ordre qui effectue un relais ici au niveau de la moelle épinière. Donc là, les informations circulent dans un nerf rachidien le long de cette fibre sensorielle. Le relais se fait au niveau de la moelle épinière et c'est ce deuxième neurone qui va avoir son axone qui va décusser, qui va ensuite remonter jusqu'au thalamus et effectuer un deuxième relais au niveau de ce troisième neurone situé dans le noyau VPL du thalamus, le noyau ventro-postérieur latéral. Et c'est ce neurone-là qui projette sur le cortex somesthésique primaire. À partir du visage, on a une autre voie. Les informations donc cheminent le long de ces fibres nerveuses sensorielles qui sont situées au niveau du nerf 5, le trijumeau. Les informations aboutissent au niveau du noyau du nerf 5, dans les parties de ce noyau qui se trouvent au niveau du myélencéphale, donc du bulbe rachidien. Et le deuxième neurone de la chaîne va lui décusser, puis projeter sur ce troisième neurone. Donc on a ici un deuxième relais sur ce troisième neurone. Ce troisième neurone est situé dans le thalamus, dans le noyau VPM, ventro-postérieur médial, et ce troisième neurone projette sur le cortex somesthésique primaire. Il y a donc une différence entre les voies extralémniscales, que nous venons de détailler ici, et les voies lémniscales. Que ce soit pour le corps ou le visage. Ici, on peut enlever visage, c'est à la fois, on va comparer globalement les voies extralémniscales et les voies lémniscales. Donc, notons qu'il y a des points communs. J'ai remis ici les voies lémniscales. On voit que ce soit, donc ici, les voies lémniscales
on a un premier neurone, un deuxième, un troisième. C'est la même chose ici. Un premier neurone, un deuxième, un troisième. Qu'on soit sur les voies lemniscales du visage ou celles du corps. Par contre, il y a des différences. Une première différence qu'on ne pouvait pas deviner, c'est que le transport des informations, la vitesse du transport ne va pas être le même. Le transport des informations donc thermiques va être relativement lent parce que les fibres nerveuses qui transportent ces informations thermiques sont d'assez petit calibre et parfois ne sont pas myélinisées. En fait, c'est ce que nous avons dit ici, à ce niveau-là, mais comme nous n'avions pas évoqué les fibres qui transportent les informations, les informations tactiles et proprioceptives, on ne pouvait pas spécifiquement le deviner. Voilà, donc les fibres effectivement qui transportent les informations tactiles et proprioceptives, c'est-à-dire celles qui constituent les voies lemniscales, sont de gros calibre et toujours myélinisées. Notons que la décussation ne se fait pas au même endroit. Pour les voies lemniscales, la décussation est au niveau bulbaire et au niveau donc, du pont pour les voies qui transportent les informations du visage. Ici, la décussation se fait au niveau de la moelle épinière et puis au niveau bulbaire pour les voies du visage. Notons également que le premier relais ne se fait pas au même endroit. Le premier relais se fait au niveau du bulbe rachidien pour les voies lemniscales du corps et au niveau du mésencéphale pour les voies lemniscales du visage. Et le premier relais se fait donc au niveau de la moelle épinière pour les voies extralemniscales du corps et au niveau du bulbe rachidien pour les voies extralemniscales du visage. Donc voilà cette rapide comparaison entre ces deux types de voies. Notons que d'autres voies existent qui vont alimenter en fait diverses structures du système nerveux, lesquelles vont traiter ces informations mais qui resteront tout à fait inconscientes et c'est ce qui permettra d'assurer l'homéostasie thermique. Alors, intéressons-nous à présent à cette dernière sous-catégorie, c'est-à-dire à la nociception que voici. Donc la nociception, c'est aussi ce qu'on peut appeler la sensibilité douloureuse. À nouveau, on peut dire qu'il s'agit d'une dimension d'un sens plus vaste qui est la somesthésie. La nociception est liée à la détection de stimulations qui peuvent être de nature mécanique, de nature thermique ou de nature chimique, voire parfois les trois en même temps. Je vais revenir sur ce point. La nociception va contribuer à l'homéostasie puisque détecter des stimulations finalement qui génèrent de la douleur, c'est détecter des stimulations qui sont potentiellement dangereuses pour le corps. Donc on peut dire que la nociception contribue à l'homéostasie puisqu'elle va contribuer au maintien de l'intégrité corporelle, la douleur ayant valeur, donc comme on vient de le dire, de signal d'alarme. Alors pour ce qui est des nocicepteurs, commençons par une remarque importante. On a pensé à un moment donné que les nocicepteurs étaient des récepteurs qui détectaient, des récepteurs classiques, mais qui se mettaient à détecter des stimulations intenses. En fait, ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment des récepteurs qui vont détecter des stimulations spécifiques qu'on qualifie de nociceptives, c'est-à-dire des stimulations qui menacent l'intégrité du corps. Alors bien sûr, ce sont des récepteurs à haut seuil, ils vont malgré tout quand même détecter des stimulations qui vont avoir une certaine intensité, mais qui se caractérisent surtout par leur menace. Ces nocicepteurs sont des récepteurs de type terminaison nue ou libre, et ils peuvent détecter différentes formes d'énergie. Certains nocicepteurs sont des mécanorécepteurs, on va les qualifier de mécanonocicepteurs. Ils détectent des stimulations de nature mécanique, par exemple une coupure, par exemple un choc important sur la peau. D'autres nocicepteurs vont être sensibles aux stimulations thermiques, on va les qualifier de thermonocicepteurs. On identifie des thermonocicepteurs qui sont sensibles à des températures supérieures à 45 degrés et d'autres qui sont sensibles à des températures inférieures à 5 degrés. Les informations qui circulent, ces informations mécaniques et thermiques vont circuler le long donc, du premier neurone et la fibre nerveuse de ce premier neurone est myélinisée. C'est une fibre de type A delta qui transporte les informations entre 5 et 30 mètres par seconde. Évoquons aussi des nocicepteurs qui, pour certains, sont sensibles uniquement aux stimulations de nature chimique. On va les appeler chémonocicepteurs. Ils sont constitués par des fibres nerveuses amyliniques de type C qui conduisent les informations entre 0,4 et 2 mètres par seconde. Et enfin, il existe des nocicepteurs qui sont sensibles à la fois aux stimulations mécaniques, thermiques et chimiques.
Ce sont des nocicepteurs qu'on qualifie de polymodaux et ils transportent les informations dans des fibres nerveuses amyléniques de type C, donc entre 0,4 et 2 mètres par seconde. La transduction dans les nocicepteurs est directe, c'est-à-dire que la stimulation en question va ouvrir ou fermer les canaux ioniques membranaires, qui peuvent être sensibles pour certains qu'à du mécanique, d'autres qu'à du thermique, d'autres qu'à du chimique et pour certains sensibles aux 3 formes d'énergie. Donc ces canaux ioniques se trouvent bien sûr sur le récepteur, c'est-à-dire sur la terminaison sensorielle. Ces nocicepteurs sont présents partout dans le corps, sauf au niveau de l'encéphale. C'est ce qui fait que lors d'une intervention neurochirurgicale, une anesthésie locale suffit pour anesthésier la peau, l'os, etc. Mais ensuite, l'encéphale lui-même n'a pas besoin d'être anesthésié puisqu'il ne présente pas de nocicepteurs. Donc, ces nocicepteurs, soulignons une particularité qui les concerne, ce sont des extrémités donc de route sensorielle de premier ordre qui ont la particularité de pouvoir aussi libérer au niveau périphérique des substances. C'est le cas par exemple de la substance P qui peut être libérée, ce qui peut entraîner une dilatation des vaisseaux sanguins, ça peut aussi stimuler la libération d'histamine et ça peut aussi accroître la sensibilité des nocicepteurs aux stimulations, ce qui peut engendrer ce qu'on appelle une hyperalgie secondaire, c'est ce qui se produit lorsque les tissus qui sont à proximité d'une zone qui a été lésée, qui a été abîmée, vont à leur tour devenir sensibles. Concernant les informations nociceptives, donc elles peuvent être modulées à un niveau périphérique, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer là avec la sensibilisation, l'hyperalgie, ça peut être aussi dans le sens inverse, il peut y avoir une désensibilisation, et il peut y avoir une modulation centrale, c'est-à-dire que la manière dont le système nerveux central va prendre en compte ces informations nociceptives peut varier. La pondération, le poids que le système nerveux central va donner à ces informations nociceptives peut varier, et il peut y avoir une modulation qui peut aussi être faite par des fibres qui partent donc du système nerveux central, qui vont cheminer dans le système nerveux central et qui vont venir moduler les informations qui sont en train de remonter à l'intérieur du système nerveux central. Notons qu'il existe un découplage qui peut s'observer entre les informations nociceptives et la perception de la douleur. Parfois, en présence d'informations nociceptives qui sont collectées par les nocicepteurs et qui sont remontées vers le système nerveux central, il est possible de ne ressentir aucune douleur, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perception douloureuse générée par le système nerveux. Et puis parfois, malgré l'absence d'informations nociceptives, il va malgré tout être possible de ressentir une douleur parce que le système nerveux peut générer une perception douloureuse. Donc c'est une particularité qu'on peut souligner ici. Alors, on peut identifier différentes formes de douleurs. Alors, selon les critères différents, on peut qualifier ces douleurs selon leur localisation. On peut parler par exemple de douleurs viscérales quand c'est un viscère qui est douloureux, de douleurs somatiques quand c'est une autre structure qu'un viscère qui présente une douleur. Et les douleurs somatiques sont parfois qualifiées de profondes ou de superficielles. Profondes quand la douleur siège au niveau des muscles, des tendons, des articulations, des os, et superficielles quand elle siège au niveau de la peau. Parfois, on peut aussi qualifier les douleurs selon leur temporalité. On peut parler de douleurs immédiates, primaires ou rapides. C'est le cas des douleurs, en tout cas des informations nociceptives qui sont transportées par les fibres A delta, qui vont souvent donner naissance à une perception de type douleur aiguë, c'est-à-dire une douleur qui arrive vite mais qui part vite, c'est-à-dire qui disparaît rapidement, une douleur qu'on qualifie souvent de vive et qui va être une douleur facilement localisable. À côté de ça, il y a des douleurs qu'on peut qualifier de retardées, de secondaires ou encore de lentes qui correspondent à une interprétation en fait des informations qui cheminent sur les fibres de type C, qui sont d'ailleurs des fibres qui peuvent être stimulées par la libération de substances par les tissus lésés. Et donc ces douleurs sont souvent des douleurs sourdes, assez diffuses, des douleurs en fait qui arrivent lentement et partent lentement. On parle parfois de douleurs lentes, elles disparaissent lentement, même parfois elles peuvent se chroniciser et durer plus de 6 mois. Et ce sont souvent des douleurs qu'il est plus difficile de localiser, elles sont assez floues et diffuses. Notons qu'on peut aussi parfois qualifier les douleurs selon leur origine. On peut parler de douleurs nociceptives quand les douleurs sont liées à l'activation directe des nocicepteurs. Par exemple, s'il y a une lésion, mettons par exemple par une coupure et puis une inflammation. Et on peut parler aussi de douleurs neuropathiques. C'est le cas par exemple s'il y a une blessure d'un nerf. Dans ce cas-là, les sensations seront un peu de type brûlure.
C'est aussi ce qu'on peut observer quand il y a donc une section d'un nerf, donc, par exemple dans le cas d'une amputation, mais aussi une déafférentation quand il y a une section des racines dorsales de la moelle épinière, ou encore quand il existe un zona. Notons que les voies qui transportent les informations nociceptives sont les mêmes voies que celles qui transportent les informations thermiques. Donc on identifie deux voies de la perception nociceptive consciente. C'est toujours le même principe. Selon la localisation des nocicepteurs, on identifie les voies trigéminales de la température et de la nociception, donc qui transportent des signaux thermiques et des signaux nociceptifs. Et puis les voies qui transportent les informations provenant des nocicepteurs situés dans le reste du corps, qu'on va appeler les voies extralémiscales ou spinothalamiques ou antérolatérales ou ventrolatérales, donc ils vont transporter à la fois des informations thermiques et des informations nociceptives. Notons que les informations nociceptives vont aussi cheminer dans d'autres voies. On identifie des voies qu'on qualifie de spinoréticulaires, de spinomésencéphaliques, de spino-hypothalamiques. Et donc toutes ces voies vont contribuer à traiter différentes facettes de la composante douloureuse, par exemple la composante affective ou motivationnelle de la douleur. Ce sont des voies qui vont alimenter les réponses autonomes, les réponses comportementales, et qui vont aussi entraîner des modulations du niveau de vigilance. Alors, notons que les fibres nerveuses qui transportent les informations nociceptives des viscères et de la peau cheminent à proximité, et que les messages qui cheminent sur ces fibres peuvent parfois interférer, ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle des douleurs référées. Prenons un exemple suivant, l'activation de nocicepteurs du cœur va engendrer des douleurs qui sont ressenties dans le bras gauche, dans le cou côté gauche et dans la poitrine côté gauche du corps. Revenons sur la modulation de la douleur que nous avons déjà en partie évoquée, en évoquant, en faisant une remarque assez succincte sur la théorie du portillon, la théorie du gate control, qui explique cette expérience qu'on a en général à peu près tous vécu un jour, quand on se fait mal, si on se cogne par exemple le tibia, eh bien on va avoir tendance à frotter pour apaiser la douleur. Et effectivement, l'activation des fibres du tact va affaiblir les messages nociceptifs. Donc comme on vient de le dire, il est important de frotter là où la douleur est perçue. Et ce phénomène s'explique par cette théorie du portillon ou du gate control. On peut donc ici voir le chemin suivant. Les neurones qui rapportent ces signaux, comme quoi on s'est cogné, vont stimuler ce neurone qui fait remonter les informations nociceptives qui vont être interprétées en termes de perception de douleur. Ce neurone va en même temps inhiber un interneurone qui pourrait inhiber en fait ce neurone et donc la remontée des informations. Quand on frotte, eh bien, on va stimuler des neurones non nociceptifs, notamment des neurones liés à la sensibilité mécanique. Et ces neurones, alors même s'ils peuvent stimuler ce neurone qui remonte les informations, ils vont avoir notamment cet effet, c'est ça qui est intéressant, de stimuler l'interneurone inhibiteur qui va inhiber ce neurone. Du coup, moins d'informations seront remontées. Du coup, le système nerveux central va générer une perception de la douleur qui va être moins exacerbée. Notons qu'il y a un certain nombre de structures dans le système nerveux central qui peuvent inhiber la perception douloureuse. C'est le cas de la substance grise périaqueducale, des noyaux du rafé ou encore du locus coeruleus. Notons également qu'un certain nombre de substances peuvent diminuer la douleur. On qualifie ces substances d'analgésiques. C'est le cas si on commence par évoquer des substances produites par le corps, des endorphines, qui sont donc endogènes parce que produites par le corps. Et c'est le cas aussi de substances exogènes qui vont être apportées à l'organisme, mais qui ne sont pas produites par lui. C'est ce qu'on appelle les opiacés, avec donc la morphine et tous ces dérivés qui vont aussi avoir un effet analgésique. Alors, ces effets de diminution de la douleur, ces effets analgésiques, peuvent être bloqués par une autre substance qui s'appelle le naloxone, qui vient bloquer les récepteurs à ces substances qu'on appelle les récepteurs des opiacés. Voilà, nous avons terminé avec cette carte mentale sur la somesthésie. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine carte mentale.